vraiment très heureux de vous accueillir ce matin donc, pour ce petit déjeuner. Table ronde donc, consacrée à la santé des femmes. Vous allez voir qu'on va se consacrer un peu plus spécifiquement aujourd'hui à la santé des femmes de plus de 50 ans. Le sujet était très vaste, donc voilà, on a fait ce choix-là pour aujourd'hui. On espère que ça va vous intéresser. L'objectif de ces petits déjeuners, c'est un nouveau rendez-vous pour la Fondation. C'est de mettre de parler de thématiques, d'informer sur des thématiques qui font notamment la réputation de l'hôpital Foch, et la santé des femmes, évidemment, fait partie de ces thématiques. On vous les a déjà présentés, les deux invités qui sont avec moi aujourd'hui. Donc Virginie Florin, qui a donc créé ce compte Instagram que vous connaissez peut-être il y a 2 ans maintenant, dans lequel donc Virginie vous parlez de tout ce qui se passe au moment du passage de cette fameuse cinquantaine et des années qui suivent. Donc ce compte s'appelle À ton âge quand même, et donc le livre, je vais le montrer puisque ce travail a donné également lu voilà, à ce livre qui va sortir chez Larousse, 50 ans, et La vie est belle. Vous allez nous raconter cette incroyable aventure. Et donc, professeur Ayoubi, on est également très fiers, honorés que vous ayez dégagé du temps pour nous ce matin. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur le portrait qui a été dressé de vous? C'est vrai qu'on vous connaît mondialement pour cette expertise sur la lutte contre l'infertilité. Merci beaucoup à la Fondation, à M. Bull, à Laurent, à toute l'équipe de la Fondation. Merci à vous aussi de cette présentation. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Alors, présentation, ce qui est très sympa quand on fait un travail comme la transplantation utérine, c'est d'attirer l'attention sur un sujet qui nous concerne même pas 1% de notre activité quotidienne et toujours, mais bon, en tout cas, c'était le sujet qui a fait que cette spécialité, ce service a eu un développement très important. Ceci étant, la transplantation utérine est une chose qui fait partie de la prise en charge de l'infertilité. Pardon, c'est une cause d'infertilité, donc on s'est intéressé à la greffe utérine comme un traitement d'une infertilité qui est due à l'absence d'utérus. Mais nous avons, vous avez parlé de recherche, nous avons un service qui est le premier en France en nombre de publications scientifiques sur l'infertilité et la prise en charge de l'infertilité, donc de manière générale, la maternité, enfin bref, tout ça, je pense que vous connaissez. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de la santé de la femme et la ménopause. Alors c'est vrai que parler santé de la femme ou santé des femmes, c'est quelque chose de restrictif, parce que en fin de cas, et parler de la ménopause, c'est encore plus restrictif, parce que la santé, elle est globale, elle ne se décompose pas. Je suis désolé, même si j'ai consacré ma vie aux femmes et à la prise en charge et au développement de la prise en charge de la femme, de la naissance à la naissance, il y a la santé, d'une manière générale, la santé de la population, la santé publique. Et je viens d'une région du sud-ouest où je dirigeais le service de maternité de Toulouse. Et nous avons construit un pôle mère-enfant, c'est très à la mode, pôle mère-enfant, et j'avais appelé le pôle mère-couple-enfant. Donc je veux dire, il y a quand même une santé globale, parce que la santé de la femme n'est pas. Alors ici, aujourd'hui, on va essayer de faire le focus sur la cinquantaine, sur la santé de la femme et sur la ménopause, car il y a, on va dire, il y a, je ne veux pas dire un oubli, il y a quand même un laisser-aller de la ménopause et de cet âge de la femme qui est particulièrement importante. Et aujourd'hui, avoir 50 ans, qui était l'espérance de vie du siècle dernier. Aujourd'hui, avoir 50 ans, on est encore jeune, on a envie de faire plein de choses, et l'arrêt
de la fonction ovarienne, aussi importante qu'elle soit, ne signifie pas l'arrêt de la vie. Et au contraire, c'est un début à une nouvelle période qui sera peut-être plus épanouissante si on s'y prend garde. Voilà globalement ce que on va dire. On va en reparler aussi aujourd'hui de cette période, de cette ménopause, et donc je suis à votre disposition. Bah oui, justement, cet oubli dont parle le professeur Ayoubi, Virginie, c'est exactement ce que vous avez pu constater quand vous avez créé ce compte Instagram il y a 2 ans, où vous vous êtes dit, bon, bah, je vais parler de ce passage de la cinquantaine. Le succès a été immédiat, immense. Vous vous êtes dit, en fait, personne n'en parle. C'est ce constat-là que vous avez fait. Racontez-nous cette histoire. Bonjour à tous. Merci également à la Fondation de m'avoir invitée. Et effectivement, il y a 2 ans, en cherchant sur Instagram des informations sur la femme de 50 ans, je ne trouvais pas ce que je voulais voir. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer mon compte Instagram. Mais alors, je démarrais en toute simplicité, en me disant, je m'amuse, quoi. Je vais aller chercher de l'info. J'adore interviewer, j'adore aller chercher de l'info, creuser, etc. Et en 1 mois, effectivement, j'avais 2000 followers. Ça a été très vite parce que j'ai créé, alors je me suis intéressée, j'ai 5 piliers sur ce compte Instagram qui sont la santé, la beauté, le sport, la nutrition et le mindset. Et l'idée, c'est d'amener de l'information avec du fun, de la légèreté. Et effectivement, les femmes sont en recherche de ça. Et aujourd'hui, alors on parle de la ménopause, mais la femme de 50 ans n'est pas qu'une femme ménopausée. Et il y a aussi toute une prévention santé, psychologique. Il y a plein de choses qui se passent à 50 ans. Et quand on a enfin pour moi, c'est un privilège, c'est un énorme privilège de pouvoir vieillir. Et quand on a la santé, de pouvoir transmettre plein d'informations pour les femmes. Et donc, j'y organise régulièrement des lives sur ces différentes thématiques. Et il y a 1 an, Larousse m'a contacté pour faire de ce compte Instagram un livre qui sort dans 1 semaine. Et donc, je suis ravie parce que c'est comme une boîte à outils où la femme va pouvoir aller piocher des informations qui la concernent. Pour moi, c'est le début en fait. On est enfin libéré j'allais dire les enfants, c'est horrible ce que je dis. On parle du syndrome du nid. On se comprend. Mais on a un nouveau démarrage, c'est-à-dire que professionnellement, en général, on est quand même bien installé. On a en termes de relations amoureuses. Alors, on peut redémarrer aussi à ce niveau-là, hein, faites attention. Mais également en termes de santé, on peut être en très bonne santé et on est plein d'énergie encore à 50 ans. Et nous, les femmes, on a cette propension durant nos vies de femmes à être la dernière roue du carrosse. Quand on a des enfants, une famille, on a tendance à les faire passer en priorité. Et je trouve qu'à 50 ans, c'est justement le moment où on peut se recentrer sur nous, se recentrer sur nos besoins, se recentrer sur notre santé. Et un moment également, quand je parle de santé, de se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent qui pouvait peut-être être amélioré et qu'est-ce que je peux faire pour les années à venir, parce que voilà, la prévention santé, c'est aussi à ce moment-là un moment extrêmement important pour notamment aussi gérer la ménopause. Et là où, professeur Ayoubi, vous rejoignez Virginie Florin, c'est que vous aussi, avec votre regard médical, vous voulez dire, passer la cinquantaine n'est pas forcément un moment dramatique, conserver sa qualité de vie, c'est possible. Et, vous avez prononcé la phrase qu'il faut, c'est la qualité de vie. Et c'est vrai que la prise en charge de la santé de la femme, c'est tourne autour de la qualité de vie. Il n'y a pas que la ménopause, mais la ménopause n'est qu'une période qui permet, comme vous l'avez très bien dit, de recentrer un tout petit peu l'attention sur soi-même et de voir comment on peut envisager l'avenir avec
bien sûr une meilleure prise en charge, avec une meilleure qualité de vie, avec pas que le traitement et pas que la ménopause. D'ailleurs, on vous parlait de la cinquantaine, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas ménopausées à 50 ans et qui seront ménopausées plus tard ou qui ont été ménopausées plus tôt. En tout cas, la ménopause est vraiment une station qui signifie d'ailleurs l'arrêt de la production hormonale par les ovaires. C'est une fonction qui est déterminée dans le temps et qui est plutôt génétique, parce qu'on sait très bien qu'il y a des familles qui vont être ménopausées à 43 ans, à 44 ans, d'autres à 52, à 53 ans. Et l'arrêt de la fonction reproductive commence bien avant, et l'arrêt de la fonction hormonale, avec toutes les conséquences de cette production hormonale qui s'arrête progressivement et qui va se manifester par des symptômes qui sont très désagréables et qui sont quasiment insupportables. Mais il n'y a pas que les symptômes. En tout cas, on reviendra un tout petit peu sur tous les problèmes de santé qui entourent la cinquantaine et qui entourent la ménopause. Donc il faut prendre conscience, connaissance et le prendre en charge. Oui, c'est vrai que c'est important de parler de ces symptômes. On dit souvent que les chirurgiens veulent opérer, que les médecins veulent donner des traitements, mais vous dites que sur cette question de la ménopause, vous commencez jamais par le purement médical quand vous recevez une femme en consultation. Je crois que la ménopause ne se limite pas à une ordonnance et un traitement médical qui est très facile et qui est maintenant d'ailleurs préparé à l'avance sur ordinateur et il faut juste imprimer. Je crois que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que le simple traitement. Et le traitement ne viendra que vraiment en dernier lieu. Il y a d'abord l'écoute, il y a l'attention, il y a l'exploration, et c'est l'occasion pour une femme qui s'est occupée de ses enfants et qui a fait passer sa famille, ses enfants, son travail, etc., avant sa santé. Combien de fois on découvre au cours d'une consultation pour les symptômes de la ménopause une patiente qui n'a pas fait un frottis depuis 10 ans, qui n'a pas pensé à faire une mammographie, qui n'a pas fait un bilan biologique, qui n'a pas vu que son cholestérol est très élevé, Donc c'est vraiment le moment pour faire un arrêt sur image et voir un tout petit peu, se regarder, puis qu'est-ce que je peux faire pour envisager le reste de ma vie. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Vous parliez du sport, vous parliez de l'alimentation, on va parler après évidemment des traitements, des bilans qu'il faut faire, etc. Mais par exemple sur le sport, sur l'alimentation, est-ce qu'il faut changer ses habitudes? Je pense que c'est majeur. On sait que le mouvement, quand on parle de sport, ne serait-ce que le mouvement, c'est un gage d'un corps qui fonctionne mieux. Donc peu importe ce qu'on aime faire, si c'est juste déjà marcher, bouger, ça me paraît essentiel. La femme de ménopausée perd, on parle beaucoup de la prise de poids aussi entre femmes au moment de la ménopause, mais on perd au repos, notre métabolisme de base perd 200 calories par jour. Donc ça veut dire que si on ne change rien, on va prendre du poids. Je ne parle pas que d'esthétique, mais la prise de poids, notamment abdominale, on le sait, a une répercussion au niveau des viscères. Et la prise de poids est évidemment néfaste pour la santé. Donc le sport, oui. Le sport avec du plaisir, ça c'est majeur. Parce que faire du sport quand on est obligé, ça ne fonctionne pas. Et puis l'alimentation, je pense que, là j'enfonce une porte ouverte, mais c'est la base pour être en bonne santé. Et comme c'est une période aussi un peu inflammatoire, la période de la ménopause, si je dis des bêtises, vous me le dites, on peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir des douleurs diverses et variées qui se manifestent. Je pense que l'alimentation, notamment anti-inflammatoire, est aussi importante à ce moment de la vie. Professeur Ayoubi, est-ce que Virginie a dit des bêtises, comme elle dit? Non, pas du tout. Moi, je dirais bêtises, ce qu'elle dit, c'est vraiment très important. Et c'est, je dirais pour ma médecin, ces conseils sont plus importants que la simple ordonnance ou le simple traitement. Il faut quand même comprendre que les maladies chroniques, quelles qu'elles soient,
commence très tôt, avant même la ménopause. Bon, la ménopause est une période où on va commencer à y penser, mais que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les pathologies cancéreuses, que ce soit les maladies inflammatoires, ou les maladies, commence bien avant. Et je dois prendre attention et prendre conscience de ces choses-là et commencer une activité sportive. J'espère que vous n'attendez pas la ménopause et vous n'attendez pas 50 ans pour les démarrer. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, que ce soit sur le plan nutritionnel, que ce soit sur le plan qualité de vie et sport et activité et hygiène de vie, c'est le moment d'y penser pour soit arrêter, stopper l'initiation de ces pathologies, soit les ralentir. Parce que de toute façon, un infarctus, s'il arrive à 65 ans ou à 70 ans, il n'a pas commencé à 70 ans. Il a commencé bien avant. Il a commencé 15-20 ans avant. Le primum movens, l'initiation. Et donc, prendre conscience de tous ces éléments, essayer de faire une bonne hygiène de vie, une nutrition vraiment équilibrée et qui va avec, ça c'est très important. Prendre conscience de tous ces éléments sans déprimer, parce que le mindset, c'est évidemment aussi un aspect très important pour le passage de ce cap. Le risque de dépression existe. Il faut aussi prendre soin de son mindset, comme l'appelle Virginie Florent. Oui, absolument. La chute d'hormones peut provoquer des sautes d'humeur. On peut être un peu comme au moment de nos règles tous les mois. Là, c'est définitif. On a des sautes d'humeur, on a des baisses de morale. Il y a évidemment l'alimentation qui joue son rôle, il y a évidemment le sport qui joue son rôle. Mais je trouve que c'est important aussi, à cet âge-là, de garder un peu son âme d'enfant, de savoir s'amuser, de savoir s'émerveiller, de savoir positiver. Donc il y a plein de petites tips à avoir, parce qu'on sait à quel point le moral, le mindset, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui, au moment de la retraite, tombent malades. Parce que voilà, elles s'ennuient, parce que il y a un changement de rythme, et donc on le sait, c'est pareil. Je pense enfoncer une porte ouverte en disant que le psychologique a des conséquences énormes. Donc l'angle que j'ai sur ce compte Instagram et sur ce livre, c'est vraiment de montrer que la cinquantaine c'est canon, quoi. Il y a plein de choses. Florence Foresti le dit. Elle dit, quand on a la chance d'avoir une carte bleue, mais c'est l'adolescence avec une carte bleue. Pour moi, c'est le début. C'est le début d'une super vie. Mais voilà, il faut prendre en charge sa santé, bien évidemment, pour pouvoir, parce que c'est ce qu'il y a de majeur. Donc, c'est très holistique. C'est un mot très à la mode, donc je ne m'en prive pas ce matin. Mais évidemment, la santé de la femme passe aussi par le mindset. Oui. Professeur Ayoubi, ce risque de dépression, vous le constatez aussi? Je crois que la cinquantaine, là on parle de santé de la femme, mais pour les hommes aussi, passer à la cinquantaine, c'est pas toujours évident. Et je crois que le même conseil, à part le traitement hormonal et le dépistage des maladies, vaut aussi pour les hommes. Parce que la santé, elle ne se décompose pas, comme je l'ai dit. Mais ce qui est important dans ce que dit Virginie, c'est cette complémentarité. Il n'y a pas vraiment un one way, c'est-à-dire il faut faire du sport, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut s'épanouir. Je crois que c'est un tout, et chaque action influence une autre, et c'est les résultats globaux de tout, de la nutrition, du sport, de l'émerveillement, de sorties, du plaisir, des loisirs, qui vont faire que cette cinquantaine, ce passage de la cinquantaine sera plus facile et voire même plus agréable. Je ne vais rien vous cacher, et ça a été, moi j'étais plus épanoui à 50 ans
je l'ai été à 40 ans. Enfin, je veux dire, franchement, c'était une très belle période parce que c'est une période où on a réalisé, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, indépendamment de la carte bleue qui peut être dépendante de chacun d'entre nous. Mais en tout cas, c'est quand même une très belle période qui peut commencer, qui commence, et on envisage l'avenir avec plus d'optimisme. C'est vraiment très, très important, à condition de bien prendre le virage. Bien prendre le virage, et donc c'est le moment du point de vue médical de faire un bilan, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement comme bilan? Alors, là, on aborde la partie médicale qui, encore une fois, doit être soit concomitante, concordante du reste, soit tout de suite après. C'est une partie qui est assez importante, il ne faut pas la négliger, qui commence avant tout par une consultation, un suivi et de l'écoute. Si c'est une consultation, ça se termine par une ordonnance, on a tout loupé. Ou juste faire une mammographie, faire un frottis et faire un bilan biologique, on a tout loupé. Il y a de l'écoute. Moi, je suis impressionné par, vous savez toutes que le traitement hormonal, moi je fais partie d'une génération qui a accompagné, on va dire, la mise en place du traitement hormonal substitutif. Quand j'étais jeune chef de clinique, on a commencé le traitement hormonal, il y avait 2% des patientes ménopausées qui étaient traitées. Et donc, les laboratoires pharmaceutiques avaient un objectif qui n'était pas du tout la santé des femmes ou de la femme, mais il faut absolument qu'on arrive à 30% des femmes traitées. Voilà. Donc, il faut absolument... alors, moi, jeune chef de clinique, j'avais refusé de participer à cette promotion du traitement hormonal substitutif. Mais ceci étant, ma position n'était pas très, on va dire, n'a pas empêché le laboratoire d'arriver à 25 ou 30% de la population traitée. Mais arrive tout de suite après le risque du cancer du sein avec la publication que tout le monde connaît. Et puis là, tout d'un coup, chute de la prise en charge. Alors, je ne sais pas si tout le monde maîtrise complètement le... Oui, je pense que oui, c'est le traitement hormonal. Il y a une étude cautionnée par l'OMS et qui s'appelait le WHO sur 1 million de patientes suivies sous traitement, comparé à 1 million de patientes qui n'étaient pas traitées, qu'on a trouvé un léger risque de cancer du sein dans cette population traitée. Mais une autre étude après a on va dire, minimiser ce risque qui reste toujours valable, mais quand même bien cerné. Je ne veux pas trop m'étaler sur le risque de traitement hormonal, je veux juste dire, mon rôle de médecin qui soigne une patiente, d'abord de l'écouter et de voir les symptômes. Et à l'arrivée de la ménopause, il y a des femmes qui ne voient pas arriver la ménopause. Très bien, elles ont de la chance. Elles ne voient pas, aucune différence. Et ça concerne à peu près 25-30% de la population ménopausée, et des femmes qui en souffrent. Et donc, l'information de la patiente, donc voilà, moi je peux vous donner un traitement, après l'hygiène de vie, le sport, l'activité sportive, il y a des traitements qui sont des traitements uniquement symptomatiques, mais le traitement hormonal c'est pour la femme, parce que vous savez, il y a quand même un léger risque de ça qui est augmenté, il faut faire attention. Et la réflexion, docteur, professeur, je préfère mourir que de subir les symptômes que j'ai. Et ça me... Wow, je dis, ok, donc là c'est bon, on va faire une mammographie, on va s'assurer qu'il n'y a pas de risque, les antécédents familiaux, tout ça, et puis on va finir par donner un traitement hormonal qui est fabuleux à tous les points de vue. On ne va pas faire ici la promotion du traitement hormonal, c'est indéniable. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'il y a une prise en charge globale. C'est la santé globale, c'est comme je l'ai dit, c'est l'occasion de faire un point sur toutes les pathologies, c'est-à-dire voir un frottis, voir une mammographie, un bilan biologique, cholestérol, les antécédents familiaux, vasculaires, les antécédents de thrombophlébite, on est quand même assez, maintenant c'est stéréotypé, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire comme check-up à ce niveau-là. Et puis s'assurer que tout va bien, et puis donner les conseils nécessaires aux femmes, et bien sûr s'appuyer sur des livres comme celui-là, et s'appuyer sur des sites et des posts Instagram qui donnent beaucoup d'informations et qui nous aident. Alors
bon, il y a beaucoup de médecins qui critiquent l'Internet, je suis peut-être de cela, mais je trouve que par rapport à avant, parce qu'on a vécu cette transformation, l'Internet, même s'il y a beaucoup d'informations erronées, nous aide quand même à informer. Et quand on voit des patientes, des patients qui ont une certaine connaissance, quelquefois un peu erronée, mais le tout dans le tout, je trouve que c'est une bonne information. C'est ce traitement hormonal donc, qui permet de réduire les principaux symptômes de la ménopause. Est-ce que vous pouvez nous redire les principaux symptômes et combien de temps ça dure? Alors, les symptômes autour de la ménopause sont aussi variés que ce qu'on appelait les syndromes prémenstruels. C'est des femmes qui ont avant les règles, après les règles, des symptômes, que ce soit les tensions mammaires, que ce soit les douleurs pelviennes. Après la ménopause vont être différentes et il y a énormément de symptômes, que ce soit les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la sécheresse vaginale, la sécheresse de peau. Donc le plus gênant pour la femme, c'est ce que j'entends, c'est les bouffées de chaleur. De chaleur qui réveille la nuit, les sueurs nocturnes, et ça empêche de dormir. Donc on va rentrer dans une phase multifactorielle qui vont aboutir à une certaine morosité et éventuellement à l'extrême à une dépression. Donc, dépression à cause des symptômes, à cause de manque de sommeil parce qu'on est réveillé la nuit, à cause aussi de la cinquantaine, à cause on va dire, on a pris le mauvais virage et voilà, ça y est, c'est parti dans un mode dépressif. À côté de ça, l'absence d'hormones, l'arrêt de production d'hormones féminines, estrogènes et progestérone. Alors l'ovaire synthétise 3 types d'hormones, les estrogènes, celle de l'estradiol, la progestérone et une infime quantité d'androgènes, comme les hommes, et synthétisés par les surrénales, mais aussi par les ovaires. Et donc, petit à petit, cette sécrétion hormonale va commencer à baisser jusqu'à l'arrêt. Donc, avec des conséquences qui sont déjà connues et inconnues, des conséquences sur le plan des symptômes, on l'a dit, mais sur le plan de l'aggravation, de l'initiation de certaines pathologies, aggravation de maladies cardiovasculaires. On a une partie qui est connue et une autre partie qui n'est pas connue. Et donc, l'intérêt du traitement hormonal, c'est de faire d'abord un traitement hormonal substitutif. Donc, on va substituer à la production hormonale ovarienne par un traitement hormonal, on va dire, artificiel, le traitement hormonal. En essayant, du moins en France, on a toujours utilisé les hormones, l'estrogène et la progestérone naturelles. Contrairement aux pays anglo-saxons qui ont utilisé le pré-marin, qui est un estrogène synthétique. Et l'étude qui a été faite pour le cancer du sein était faite essentiellement chez une population qui est traitée par l'estrogène. Et donc on a mis de remarques sur cette étude, étant donné qu'en France, nous utilisons les hormones naturelles. Donc c'est une très bonne chose. Bon, de toute façon, il y a de mieux en mieux. Il y a aujourd'hui, je crois, d'autres traitements qui sont en vue, des traitements hormonaux qui sont encore améliorés par rapport à avant. Donc le traitement par les hormones, c'est tout un schéma thérapeutique qu'il faudrait suivre avec un médecin, parce qu'on sait très bien qu'il y a des conséquences sur le plan tensionnel, sur le plan mammaire et sur le plan métabolique et cardiovasculaire, thrombose, etc. Et donc c'est important de le suivre. Et quelquefois, on n'est pas obligé de prendre la totalité de la dose. Il suffit juste de prendre la dose qui est suffisante pour atténuer les symptômes. On n'a pas parlé de l'ostéoporose, c'est-à-dire la diminution de la densité osseuse qui commence presque autour de la ménopause, voire même avant la ménopause, et qui va s'accentuer. Et c'est là où le sport et l'activité sportive et l'hygiène de vie
est aussi important que le traitement hormonal. Dire dans la prévention et le traitement et la prise en charge de l'ostéoporose. Vous savez bien que nos grands-mères et nos mamies avaient une pathologie fréquente. Dès qu'elles tombent, elles cassent le col du fémur. Voilà, c'est dû à l'ostéoporose et à la diminution de la densité osseuse. Donc le traitement, il n'y a pas mieux que le traitement hormonal pour reconsolider l'os et reconsolider la densité osseuse. Mais il faut être conscient des effets secondaires éventuels. Il faut être conscient que les risques sont proportionnels à la dose et à la durée, voilà, au bout des 10 ans, au bout des 15 ans, et que le risque s'arrête ou diminue avec l'arrêt de traitement progressivement. Donc c'est un traitement qui n'est pas un traitement à prendre à la légère, c'est un traitement médical et qui arrive en bout de course après un bilan complet, après un examen complet, et que les avantages de ces traitements, je ne veux pas ici les citer, sont bien réels et bien connus, un peu moins que ce qui est vanté par les laboratoires, et beaucoup plus que c'est un examen complet, et que les avantages de ces traitements, je ne veux pas ici les citer, sont bien réels et bien connus, un peu moins que ce qui est vanté par les laboratoires, et beaucoup plus que ce qui est craint. Voilà. On n'a pas tous accès au professeur Ayoubi tous les jours pour avoir l'ensemble de ces précisions médicales. Virginie Florin, c'est aussi ce que vous constatez, c'est que l'information, elle n'est pas si facilement accessible. Il y a aussi une difficulté, c'est le désert médical qui est en train de se créer en France, et de nombreuses femmes, je suis suivie par des femmes un peu partout en France, qui me disent oui, mais moi j'aimerais bien voir un gynécologue pour avoir un traitement hormonal, sauf que je n'ai pas de rendez-vous tout de suite, ou les gynécologues n'ont pas le temps parce que ça nécessite, vous l'avez dit, de l'écoute et un peu Ils de sont temps. en conférence et ils ne peuvent pas voir des patients. Et donc c'est compliqué aussi. Donc de ce fait, c'est important d'avoir une approche globale sur tout ce qu'on peut faire autour pour améliorer la ménopause, puisqu'il n'y a pas que le traitement. Pour ma part, moi, j'ai eu beaucoup plus de symptômes en préménopause, et on me disait non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas prendre de traitement hormonal tant que vous n'êtes pas ménopausée depuis 1 an. Dans le cadre de ce compte Instagram, j'ai interviewé, j'ai fait plusieurs lives avec un de vos confrères, le docteur Mouli, qui a écrit 2 bouquins sur la ménopause, et je prends ce traitement hormonal en prévention, parce que je n'ai plus de symptômes, mais malgré tout, quand on voit effectivement au niveau de l'ostéoporose, donc je pense qu'il y a aussi la densitométrie osseuse, un examen qui est important à faire à cet âge-là, parce que je crois qu'une fois qu'on a, je vais peut-être pareil, hein, c'est sous votre œil médical, mais il me semble qu'une fois qu'on a de la ménopause, de l'ostéoporose, pardon, on ne peut plus faire machine arrière. On peut, enfin, moyennement reconstruire, si on peut. Si, avec le traitement hormonal, ça peut. Ah oui, d'accord. Bon, mais on ne gagne pas. On ne reconstruit pas, donc tout, il vaut mieux prévenir. Il y a une amélioration. Voilà. Les maladies cardiovasculaires, je crois qu'Alzheimer aussi, on n'en a pas parlé, mais Alzheimer avec le traitement hormonal. Même les hommes vont s'y mettre, hein, au traitement. Ouais. je vais mettre un peu de gel sur le dos de mon mari. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Mais comme on l'a dit, ça n'est qu'un pilier de tout ce qu'on peut faire pour la ménopause. Ce désert médical qu'évoquait Virginie Florin, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que le suivi doit être de plus en plus régulier. Là, on aborde un sujet que les politiques n'ont pas réussi à résoudre depuis 20 ans. On entend parler des déserts médicaux et tout ce qu'on voit comme solution, c'est la montée de ce désert qui est maintenant aux portes de Paris et ne se dit en Lozère ou dans les départements éloignés. Malheureusement, je ne vois pas aujourd'hui des solutions miracles. J'avais proposé en 2007, j'avais fait, Roselyne Bachelot m'avait demandé, le ministre de la Santé à l'époque,
demandé un rapport sur les déserts médicaux, et moi j'avais proposé, je dis, bah, écoutez, moi quand je fais le service militaire, c'était pas un service militaire, c'était la COP, on allait 18 mois dans l'armée, on était payé 200 francs par mois et on faisait ça avec plaisir. Et après le service militaire, beaucoup de nos confrères allaient en mission avec Médecins sans frontières, Médecins du Monde, faire 1 an ou 2 ans dans les pays éloignés pour revenir s'installer ensuite. Et pourquoi j'avais proposé que tous les médecins passent 6 mois à 1 an de leur formation, fin de la formation, dans les déserts médicaux pour améliorer la situation de ces territoires. Et Roselyne Bachelot, quand elle a lu le rapport, elle me dit, les docteurs, professeurs, ils vont se mettre en grève. Et donc à chaque fois, on a proposé cette solution, ça a été vite écarté parce qu'il y a un risque que le jeune médecin... Donc le numerus clausus qui a été levé, mais que partiellement, et donc n'a pas et va pas donner l'effet escompté, je vous le dis très sincèrement, parce que je suis aussi vice-doyen de la faculté de médecine. On va former plus de médecins, mais on n'a pas pris en compte, là on parle santé de la femme, on n'a pas pris en compte la féminisation de la profession, qui est une très bonne chose, mais aujourd'hui en première année de médecine, 70% des femmes, des filles, sur 30% de garçons, de mon temps c'était 80% et 20%. Alors cet aspect a une conséquence, c'est d'abord il y a des congés maternité obligatoires, donc, pendant cette temps-là, qui va remplacer. Et deuxièmement, le congé paternité maintenant, c'est bien. Et le congé paternité, ça va encore aggraver la situation au niveau des hôpitaux. On a parlé des 35 heures et généralisé les 35 heures, alors que au niveau des hôpitaux, quand on a fait les 35 heures, on a commencé les 35 heures, il y avait déjà un manque, aussi bien au niveau des infirmières qu'au niveau des médecins. Et donc il y a aussi, on parle qualité de vie, mais ces médecins aussi ont le droit à une qualité de vie. Donc je veux dire, faire comme je faisais quand j'étais jeune interne, être de garde vendredi, samedi, dimanche et lundi, continuer son activité comme si de rien n'était, ça ce n'est plus ni acceptable ni possible de nos jours. Donc on n'a jamais eu autant de médecins qu'aujourd'hui en France. Il faut quand même le savoir. Et on n'a jamais autant parlé des déserts médicaux qu'aujourd'hui. Et il y a une évolution entre le repos de garde, ça n'existait pas, les congés qui se sont prolongés, qui se prolongent. On pense qualité de vie. Moi j'ai des médecins, j'ai jeunes médecins qui me disent, moi j'ai jamais regardé ma montre. Je vois une patiente à la fin de la journée, je rentre quand je terminais l'essentiel de mon activité. Aujourd'hui, on dit, vous savez, monsieur, moi j'ai une fille, dans l'hôpital, donc j'arrête. Et ça, il faut pas le contrarier, il faut l'accepter, c'est tout ça. Donc on va avoir du temps à combler ce vide et ces déserts médicaux qui seront, à mon avis, il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions. Et les sites d'information, les comptes Instagram, les livres, la télémédecine, l'organisation de la carte sanitaire. Enfin, en tout cas, je ne suis pas en charge de la santé. Monsieur Bull était un poste de responsabilité au niveau de la santé. Il connaît bien ces sujets. Je crois que c'est multifactoriel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un médecin dans chaque immeuble ou dans chaque village? Peut-être pas. Est-ce que chaque patient ou chaque citoyen a le droit à être bien soigné? Certainement oui. Alors quelle est la solution pour que chaque citoyen soit bien suivi, soit bien informé, ait un bon suivi médical, mais sans qu'on ait un médecin dans chaque rue ou dans chaque village? Pour parler des déserts médicaux, je crois que les déserts médicaux, ce sont des territoires qui sont des déserts tout court. C'est-à-dire quand la poste est partie, la gare est fermée, l'école est fermée, donc le médecin ne va pas s'installer. Et moi j'avais proposé, je dis peut-être avec le retour des médecins, il va peut-être y avoir un dynamisme qui va peut-être inverser le... Ça c'était une proposition qui n'avait pas été acceptée. Je l'avais renouvelée pratiquement à chaque ministre qui est arrivé à la santé, mais tout le monde avait peur de la grève des internes. Je ne sais pas pourquoi des internes. Je n'étais pas conscient quand j'étais interne de ce pouvoir qu'on avait. Oui, je voulais juste parler d'une
chose. Effectivement, on parle de désert médical et on reste sur la femme et la ménopause. Qu'est-ce que vous penseriez que les sages-femmes aient la possibilité de prescrire justement tout ce qui touche à la ménopause? Alors bon, avec une autre casquette que je suis directeur de l'école de sage-femme de Foch, qui maintenant fait partie de l'université Paris-Saclay. Alors, il ne faut pas non plus charger et surcharger les sages-femmes. Chaque fois qu'on a besoin d'une activité supplémentaire, on va dire, ouais, ben, pourquoi pas les sages-femmes, pourquoi pas les messages généralistes, pourquoi pas ça. On délègue, mais on ne fait que déplacer le problème. Aujourd'hui, si vous voulez, je suis désolé de vous dire, moi, je n'ai pas de problème au niveau de ma salle de naissance pour prendre en charge 3600 accouchements par an, grâce aux sages-femmes qui travaillent. Mais je sais que j'ai beaucoup de mes collègues qui ont des problèmes pour faire le tableau de garde des sages-femmes. Et les sages-femmes, pour moi, c'est indispensable. Il est indispensable d'avoir une sage-femme qui accueille les patientes et qui participe à faire un bon accouchement dans des bonnes conditions pour la santé de la femme et la santé du bébé, que d'aller prescrire un traitement hormonal substitutif. Je ne suis pas contre le principe, je ne suis pas contre, mais il ne faut pas déplacer le problème. C'est-à-dire que vous allez avoir des patientes qui seront peut-être mieux suivies sur le plan de la ménopause, c'est très bien, et et c'est en train de se faire. L'année dernière, l'été dernier, il y avait 15 maternités de la région parisienne qui ont, pendant les vacances, il y avait des trous dans leur tableau de garde pour les sages-femmes. Il n'y avait pas assez de sages-femmes pour assurer la garde et l'astreinte en salle de naissance. Ce n'est pas la solution. Okay. On va prendre aussi vos questions hein, dans quelques instants. Je voulais vous poser encore une question, professeur Ayoubi, sur, vous évoquiez les projets, les travaux de recherche en ce moment sur l'amélioration des traitements, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui s'améliore? Qu'est-ce qui nous attend pour les années à venir? Ce qui nous attend pour les années à venir, c'est une meilleure compréhension de l'action du traitement, de l'action des estrogènes, de l'action de la progestérone. On sait déjà beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui est amélioré? Vous savez, en fait, quand vous regardez sur le plan biochimique et chimique les molécules, que ce soit d'estrogène ou de progestérone, c'est marrant, mais en tout cas, tout part de la molécule du cholestérol. On a beaucoup parlé de cholestérol, mais en tout cas, le cholestérol, vous avez la molécule, vous ajoutez un HO par-ci ou un HO par-là, et vous avez 10 actions supplémentaires qui vont se rajouter ou 3 effets secondaires qui vont disparaître. Donc, en fait, il y a une amélioration permanente de ces molécules. Et là, je sais très bien qu'il y a une molécule d'estrogène qui normalement doit être sur le marché dans l'année qui va venir et qui comporte 2 fois moins d'effets secondaires que le traitement actuel, qui est considéré comme un traitement naturel, un traitement hormonal substitutif, mais avec des hormones naturelles. Alors juste pour dire, on n'a pas parlé de tout, mais dans les études qu'on connaît depuis assez longtemps, le traitement de l'estrogène est un facteur de risque du cancer du sein et le cancer de l'endomètre. Et donc, en ce qui concerne l'endomètre, on a trouvé la parade, c'est on prend un traitement hormonal substitutif, on fait toujours, chez une femme qui a toujours son utérus, on met l'estrogène et on rajoute la progestérone. La progestérone, elle est uniquement donnée pour prévenir le cancer de l'endomètre. Et on sait que sous traitement hormonal substitutif, si la progestérone est additionnée, on a moins de risques que si on ne prenait pas de traitement du tout. Je parle pour l'endomètre. Donc tout ça, ça a été le fruit de recherche et suivi. On sait très bien maintenant que l'utilisation de la progestérone naturelle non seulement diminue le risque de cancer de l'endomètre, mais supprime et même abaisse le risque de cancer de l'endomètre. Au niveau du sein, c'est plus compliqué que ça, parce que le cancer du sein est multifactoriel. Il y a les mutations, il y a les familles, il y a les facteurs familiaux, il y a les antécédents familiaux, les antécédents personnels, etc. Donc on a pléthore de facteurs connus et inconnus. Le traitement hormonal
est un élément vraiment, je dirais, qui arrive en fin de course et qui est limité en termes de risque. On sait très bien que les femmes qui sont sous traitement hormonal, même si elles font un cancer du sein, qui de toute façon était inéluctable, il est de meilleurs pronostics parce qu'elles sont mieux suivies, il va être diagnostiqué très précocement. Et si vous l'intérêt de suivi, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un cancer du sein découvert au stade précoce, ben c'est 100% de guérison à 5 ans. Alors que c'est découvert 3 ans ou 4 ans plus tard, c'est pas la même chose. Donc ces patientes qui sont suivies pour un traitement hormonal et qui... Alors, ce que j'ai remarqué, les femmes qui prennent un traitement hormonal, alors elles s'y prêtent. Alors moi je regarde déjà les consultations, c'est pratiquement à 1 jour près ou à 2 jours près, c'est même date, elle revient toujours. C'est vraiment, elles ont bien appris la leçon et elles ont bien compris les intérêts du traitement hormonal, mais aussi les risques du traitement hormonal. Donc c'est le suivi. Et ce suivi permet d'améliorer le pronostic global. Pas simplement la qualité de vie, mais c'est la qualité de vie tellement, c'est un sujet tellement vaste, on peut en parler des heures et des heures, mais la santé globale est améliorée par le traitement et aussi par le suivi. Je vais jouer mon rôle de directrice de la communication de Foch. Enchanté, madame. Au passage. Jean-Marc, j'aimerais que vous parliez du programme de recherche que vous allez lancer avec votre équipe. Normalement dans les mois qui arrivent, qui va être un gros programme de recherche sur la ménopause, parce qu'on est à la Fondation Foch, et donc on va avoir besoin de soutien des donateurs de la Fondation, et je trouve que c'est important d'en parler, parce que ça va être un très gros programme de recherche. Et donc est-ce que vous pouvez expliquer juste en 2 mots pourquoi et comment? Alors, vous savez, là vous abordez un sujet, merci Valérie de participer à la promotion et à l'information, à la communication, parce que pour moi, dans la communication, je n'aime pas trop le mot communication, je suis désolé, je préfère le mot information. Et c'est notre rôle, c'est d'informer, parce que de toute façon, quand on dit qu'on a une maternité ou un service qui ne peut pas accueillir plus de patients, donc c'est pas la communication, c'est la partie information des patients qui est notre devoir et notre rôle. Et donc de ce côté-là, le projet de recherche sont pratiquement nombreux. Et quand on parle santé de la femme, on parle santé de la femme au global. Il n'y a pas que. Et parmi les sujets qui concernent les femmes, là on vient de finir un projet on a fait 2 projets, 3 projets qui sont pratiquement, on est le premier, toujours les seuls en France. On a pour l'infertilité, au lieu de laisser les patients courir d'un labo à l'autre, d'un cabinet de radio à l'autre et faire un bilan sur 3 à 6 mois, on a fait le One Day Fertility, où les patientes, les couples viennent et en une journée, tout le bilan d'infertilité est fait, mais tout, je dis tout, de A à Z, un seul jour, One Day Fertility, ça fait 5 ans qu'on le fait et ça marche très bien, vous l'avez fait toujours à l'information CG. On vient de lancer aussi le parcours de grossesse arrêtée. C'est un sujet qui me tenait à cœur, tellement ces grossesses arrêtées étaient très mal prises en charge en France. Ça concerne quand même 20% de grossesses qui se terminent en grossesse arrêtée. Et ces patientes étaient larguées au niveau des urgences, sans aucun suivi, vrai suivi médical, sans un vrai suivi psychologique, alors que c'est un projet de grossesse qui s'arrête. Donc on a lancé le parcours grossesse arrêtée avec vraiment une organisation assez particulière. Et on a, je vais y venir à votre question, et j'en profite pour dire aussi qu'on a créé l'unité, l'Institut David Elia, qui était un de nos collègues gynéco qui est décédé. On a donné, comme il était dans le projet, on a donné son nom à l'Institut de prise en charge des douleurs chroniques de la femme. Ces douleurs chroniques de la femme, c'est-à-dire que personne n'en veut. Qu'il s'agisse de douleurs liées à l'endométriose ou à d'autres pathologies, c'est des femmes qui font le tour des cabinets en cabinet, de médecin en médecin, et qui ont toujours mal, que ce soit lié à l'endométriose ou pas, que ce soit autour de la ménopause ou pas, que ce soit après la ménopause ou pas. Mais c'est des femmes qui sont dans la souffrance
Et on a réuni autour de la table, à l'Institut, une quinzaine de spécialités. Je ne sais pas si vous imaginez une quinzaine de spécialités. Il n'y a pas que le gynécologue, il y a la spécialité de la douleur, il y a le psychologue, il y a la sexologue, il y a la sage-femme, il y a le médecin généraliste, il y a le spécialiste du laser, jusqu'au neurochirurgien qui peut placer des modules de neuromodulateurs quand le traitement de la douleur est au-dessus de toute possibilité thérapeutique. Et c'est quelque chose qui a été fulgurant dans le succès parce qu'on n'arrive plus à faire face aux demandes des patients qui sont dans la souffrance. Arrivé à la ménopause, où on a un projet qui s'appelle Ménopower, et Climater. Alors avec l'apport du ministère de la fonction publique, on va essayer de suivre toutes les femmes autour de la cinquantaine et après la cinquantaine qui sont fonctionnaires, avec les conséquences de l'installation de la ménopause, le suivi, la prise en charge, la qualité de vie et éventuellement le traitement. Alors comme ça concerne toute la fonction publique, c'est quand même pas rien, cet accès on va dire, à ces patientes pour un suivi uniforme et déjà on va dire, ça va commencer par un recensement maintenant. Et puis ensuite, proposition, suivi, c'est un très grand projet qui est piloté par les services, par l'hôpital et par le département de santé publique de l'hôpital et qui va démarrer d'un jour à l'autre. On n'est pas que dans la parlotte, hein, vous voyez bien qu'on agit. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez profiter de la présence de nos invités pour vous informer? Alors moi j'ai peut-être une question pour Jean-Marc. Il y a eu un gros travail de fait sur la prévention du cancer du sein. De ton point de vue, est-ce qu'il y a encore des sujets en termes de prévention pour la santé des femmes qui sont, de ton point de vue, pas suffisamment mis en avant? Ou est-ce que les choses sont plutôt... par exemple, pour les hommes, on sait qu'à 50 ans, on a un sujet sur la prostate, etc., donc il y a des alertes comme ça. Est-ce que pour la femme, il y a des sujets de ce type-là qu'on n'aura pas suffisamment mis en avant? Alors, il y a toujours. C'est pas, ça ne s'arrête pas. Je sais, je veux dire un exemple, j'avais un professeur de pharmacologie à Toulouse qui est en 3e année de médecine. Il s'appelait Montastruc. Je m'en rappelle encore, d'ailleurs c'est pour ça que je vous raconte l'histoire. C'était un lui de finesse en personne, aussi bien physiquement que la façon de se comporter. Et il nous a lancé un coup, il dit écoutez, mon père était professeur de pharmacologie en 1924. Et il faisait partie de ceux qui ont rédigé le Vidal. Je ne sais pas si vous connaissez le Vidal, c'est là où il y a tous les médicaments. En 1924, le comité de rédaction du Vidal avait décidé d'arrêter l'édition du Vidal. Pourquoi? Parce qu'il y avait 24 médicaments et on a découvert que les médicaments, donc c'était plus la peine d'éditer le Vidal, c'était l'édition finale et terminale, 1924. Donc je dirais, la réponse à ta question, elle est exactement du même ordre. On ne s'arrête pas. Et on ne peut pas s'arrêter. Il y a toujours de progrès à faire, il y a toujours de progrès à prévoir. Et c'est pour ça qu'il y a la recherche. C'est pour ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres actions? Bien sûr. Mais on commence à peine, on est en France. Et la France n'est pas le monde. Et je pense qu'on a la chance. Et nos patients, même s'il y a des déserts médicaux, même si on n'arrive pas à prendre un rendez-vous avec le médecin, je connais pas mal des systèmes de santé au niveau mondial. Je peux vous dire ici, il n'y a pas de responsable politique, que nous avons toujours un des meilleurs systèmes de santé. À la fois en formation que en pratique. Après, se plaindre est un droit. Et il faut toujours se plaindre. Je suis le premier à se plaindre, à dire non, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce que moi, mon rôle, c'est pas juste de dire voilà, le système il va pas bien. Mon rôle, c'est de pérenniser le système auquel je crois, mais aussi tout faire pour le préserver. Parce qu'effectivement, il y a toujours un danger. Mais nous avons un système qui est excellent et donc le développement, la promotion, les autres actions, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, on a beaucoup fait, et il reste beaucoup à faire.
déjà prendre conscience. Et essayer d'écouter ces femmes autour de la cinquantaine, autour de la ménopause, qui ont des symptômes. On n'a pas tout dit ici, on ne peut pas tout dire, mais il y a énormément de symptômes. On ne va pas dire, autour de la cinquantaine, une femme qui a eu 3 enfants, et la ménopause qui arrive, manque hormonal, il y a les tissus qui vont être plus lâches, il va y avoir l'incontinence urinaire. Aujourd'hui, il faut que j'arrache, là quand je pose la question à une patiente, est-ce que vous avez des fuites urinaires à l'effort? Non. Et petit à petit, en fait, elle en souffre, et elle ne veut pas en parler. Donc il y a quand même aussi, encore aujourd'hui, à cause de la cinquantaine ou de la ménopause, beaucoup de pathologies qui se dévoilent à cette époque, à cette période, et donc il faut le prendre en compte et il faut les traiter et puis voir comment on peut faire. Il y a énormément aussi de développement de la recherche comme telle qu'elle est réalisée. Et des initiatives comme celle de Virginie, par exemple, favorisent ça. Hein, ce que vous faites, Virginie. Absolument. C'est capital, ce que je dis. Ça permet aux femmes justement de se sentir mieux pour la suite. Ce que vous faites, formidable, Virginie. C'est un médecin comme tu es. C'est un travail, le travail de Virginie, c'est un travail primordial, combiné au travail médical. Alors, ça devient dangereux quand ça prend la place du médical, ou ça remplace les médicaments. Tant que ça reste en parallèle avec les médecins et complémentaire, le médical est complémentaire de ses actions, et ses actions complémentaires du médical, c'est top. Mais si l'un remplace l'autre, c'est dangereux. Moi, je vois quand une patiente me dit, mais non, mais j'ai vu sur Internet qu'il y a un tel traitement. Je dis, écoutez, madame, le docteur Internet qui est inconnu pour vous, vous ne savez pas qui est derrière le fait, vous lui faites plus confiance qu'à moi, ben c'est très bien, allez le voir, et c'est plus simple. Donc, c'est toute cette partie-là. L'Internet et l'information sur Internet, ce que je dis tout à l'heure, moi, in fine, je prends. Parce qu'elle nous aide. Cette information nous aide parce que nos patients sont mieux informés. Mais quelquefois, une information erronée. Vous ne présentez pas, vous n'êtes jamais présenté comme médecin? Non, jamais, jamais. Je ne me présente même pas comme experte. C'est-à-dire que je suis vraiment le porte-parole d'interviews, de rencontres que je fais, mais jamais, la partie d'ailleurs traitement hormonal a été dans mon livre soutenue par le docteur Mouly. C'est pas mes propos. Ce ne sont pas mes propos. Mais malgré tout, pour revenir à votre question, il y a une nébuleuse qui était évidente, qui est en train de s'éclaircir sur la ménopause, mais dire qu'on était ménopausé, c'était presque un gros mot avant. On n'en parlait pas du tout. Je pense qu'on est la première génération de femmes de 50 ans à en parler, à dire ce qui se passe. Et je suis aujourd'hui très contente quand j'entends des femmes de 40 ans me dire vivement les 50 ans, parce que ça a l'air d'être sympa. Et je pense que déjà, savoir ce qui nous attend, et c'est compliqué parce que, vous l'avez dit, il y a énormément de symptômes, mais je pense qu'il y a autant de ménopause que de femmes, donc ça laisse imaginer le nombre de choses que l'on peut vivre, mais d'informer sur tout ce qu'on peut vivre, mais surtout sur les solutions qu'il peut y avoir. Déjà, moi, c'est, je pense, le rôle que je me suis donné, mais évidemment, jamais de me substituer à une parole médicale. D'ailleurs, Virginie, même dans un couple, moi je suis un homme, les femmes ménopausées en parlent très ou trop rarement, même à leur conjoint. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tabou là-dessus qui est irrationnel. Oui, tout à fait. Et c'est bien que vous puissiez en parler et que la parole se libère aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, en termes de couple, vous dites, on a parlé des sécheresses vaginales qui peuvent évidemment avoir des conséquences sur le couple qui vieillit, comment est-ce qu'on l'aborde, avec nos pics d'humeur, etc. Les fuites urinaires, ça c'est un gros sujet tabou. D'ailleurs, j'ai fait un live dessus. Mais il faut parler de tout ça pour que ça devienne absolument pas tabou et qu'on sache ce qu'on peut faire pour améliorer ces circonstances. Merci Virginie. Le sujet, il y a toujours des, on va dire, c'est pas un symptôme, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est un ensemble. On a parlé de la sécheresse vaginale.
Mais dans cette unité qui prend en charge les douleurs chroniques de la femme, il y a une dermatologue Madame Moyal Parasso, qui a consacré sa vie à la dermatologie du périnée. Et en fait, quand on parle de sécheresse vaginale, ça a l'air simple comme ça, mais une sécheresse vaginale qui s'installe à la ménopause va petit à petit amener à l'absence de rapport ou lors des rapports de douleurs atroces. Et donc en fait, tout absence de rapport, peu de rapport, rapport douloureux qui se termine in fine par la dépression, et donc tout est lié. C'est pour cette raison que c'est une prise en charge globale qu'il faut et pas simplement juste un point. Et cette prise en charge, plus elle est précoce et plus elle est globale, mieux c'est. Je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites dans tous vos programmes de prise en charge et j'ai beaucoup apprécié cette pluridisciplinarité qui se met en place. Sur toute la dynamique que vous avez évoquée de l'information, qu'est-ce qui se passe en termes de prévention? Parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait préparer en fait. Vous avez, merci pour cette question. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 jours, il y a une étude qui est sortie sur la prise en charge des pathologies cancéreuses en Europe. Et nous sommes très bons pour le traitement, très mauvais pour le dépistage. Je ne sais pas si vous avez vu, vous l'avez entendu. Et je crois que c'est la Belgique qui passe devant nous, à d'autres pays aussi. Donc il y a un manque en ce qui concerne le dépistage et encore plus sur la prévention. Alors après, il ne faut pas non plus se lamenter sur son sort. Encore une fois, on a un très bon système qui fonctionne, mais on ne se plaint pas pour détruire le système, on se plaint pour l'améliorer. Alors, le dépistage du cancer du sein, nous avons un système libéral de santé publique qui est très compliqué, hein, entre le public, le privé, entre les actions politiques, publiques. Pour un exemple simple, le dépistage du cancer du sein. Vous avez 3 ou 4 ou 5 modes de dépistage. Ils ne sont pas uniformes. Vous avez le dépistage systématique par la Sécu où on va envoyer à 50 ans des ordonnances pour réaliser une mammographie par la CPAM. Mais ça, ce n'est pas 100%. Vous avez votre gynécologue qui vous prescrit une mammographie, vous allez la faire. Vous avez votre généraliste qui va vous prescrire une mammographie, vous allez le faire. C'est très bien, vous, peut-être en tant que personne, vous êtes bien suivi, vous avez accès à 3 ou 4 possibilités. Vous allez faire la mammographie 4 fois, ou alors avoir une prescription pour une mammographie 4 fois. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas accès et qui ne vont pas aller voir. Ce n'est pas que la faute du désert médical ou de la politique, c'est les patients ne vont pas voir un médecin. Ça aussi, c'est donc on a l'idéal, c'est d'arriver en termes de dépistage à 80% de la population féminine couverte entre 50 et 70 ans. Alors moi personnellement, je commence à 40 ans. Je veux dire à partir de 40 ans, une mammographie tous les 2 ans. Bon, le programme national, c'est 50-70. Je ne vois pas pourquoi 70 d'ailleurs. On sait très bien. Après, on peut avoir les cancers du sein, mais ce n'est pas important. En tout cas, ce qui a été prouvé, c'est 50-70. Donc, on fait 50-70. Donc, ça, c'est en termes de dépistage. En termes de prévention, prenez par exemple dans la prévention, c'est là où le mot information joue à fond. Dans la prévention. Mais il y a aussi des actions. Par exemple, le cancer du col de l'utérus et la vaccination. Pareil, on est parti, vous vous rendez compte, un cancer qui est le cancer du col, qui est terrible. HPV, 90% de la population féminine en France aura un jour ou l'autre un contact avec HPV. Bon, très bien, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de cancer du col sans HPV. Donc il y a un dépistage, mais il y a la prévention. La prévention, on a trouvé un vaccin, prix Nobel de médecine, contre l'HPV et contre un cancer du col. On a été lancé et hop, H1N1, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le flop, paf. Alors on est arrivé, je pense, à 20% de vaccination, puis on est descendu après la crise H1N1, aussi 2007-2008.
On est descendu à 5% de vaccination. Là, on est en train de remonter. Il y a une nouvelle campagne qui se fait. Ça, c'est de la prévention. Donc, il y a des actions, peut-être pas assez suffisantes en termes de prévention, mais Et au-delà de la prévention, la préparation, si on rejoint un peu ce que vous faites vous avec votre compte, qui permet d'avoir accès à de l'information, est-ce que ça ne permettrait pas aux femmes de se préparer aussi et d'anticiper des choses qui vont arriver qu'on connaît maintenant? C'est ce que j'essaye de faire. Ouais, ce que vous faites, mais c'est au niveau prise en charge médicale, hospitalière. Est-ce qu'il y a des programmes qui se mettent en place là-dessus? Parce que c'est ce que font des femmes comme Virginie, mais il y en a d'autres qui font ça aussi. il y a en fait, il y a beaucoup de projets qui réussissent, d'autres moins. Je donne un exemple très simple. La contraception. On a beaucoup parlé de la loi Veil qui est maintenant inscrite dans la Constitution. Mais la loi Veil, quand on regarde la loi Veil, ce n'était pas uniquement l'IVG. C'était aussi, en même temps, la prévention, c'était la contraception. Or, cette partie-là de la loi Veil, on l'a complètement loupée et on a échoué dans la prévention. On a échoué parce qu'on était à 250 000 IVG à l'époque et on est toujours à 250 000 IVG aujourd'hui. Le but, ce n'est pas l'IVG. Le but, c'est de veiller sur la santé des femmes, la santé des femmes de façon globale. Si on peut éviter la survenue d'une grossesse qui va se terminer par une IVG, c'est encore mieux que d'avoir recours à l'IVG. Or, la prévention, je vous parlais d'information, il y avait des programmes dans les collèges pour l'éducation de nos jeunes à la sexualité, à la contraception, à la fertilité, à l'infertilité. Mais ça a complètement échoué, c'est-à-dire ça n'a pas été suivi. Et ce n'est pas suivi, c'est fait, je ne sais pas, on y consacre 1 heure. Donc, dans le plan national de fertilité qui est en préparation, ce qu'on a élaboré, parce que j'étais dans le COPIP qui a proposé le plan national de fertilité, on a profité de ce plan pour dire il y a l'information. On avait insisté sur il faut informer, il faut former le professionnel de santé et il faut rechercher. Donc il faut faire de la recherche. Parce que sans recherche, on ne peut pas avancer. C'est la recherche. L'autre mot, c'est la recherche. Et donc, on a insisté sur l'information pour dire que c'est peut-être l'occasion de reprendre le programme d'information dans le collège qui concerne la contraception, mais aussi la sexualité, mais aussi la fertilité et aussi la fonction reproductive et la fonction hormonale des femmes. Donc, on insiste sur cette partie information. Merci infiniment à tous les deux. Et on n'a plus de temps, on aurait voulu que ça dure plus longtemps, mais voilà. Merci Virginie Florin, merci professeur Ayoubi. Ces rendez-vous vont se poursuivre, on l'espère de manière régulière. Le prochain, ce sera le 12 juin sur la santé et le sport. Voilà. Alors, je n'y suis pour rien. Et au mois de septembre, il fera un petit déjeuner sur la neurochirurgie et entre autres sur les opérations éveillées du cerveau qu'on pratique en Foch. Et puis il y aura d'autres thèmes, on vous informera au fil de l'eau. Voilà, une fois que c'est le mois. Merci beaucoup Dorothée. Merci. Le livre de Virginie est disponible. Rappelez peut-être Virginie, votre livre est disponible à partir de quand? Il est disponible à partir de la semaine prochaine, le 22, et il s'appelle 50 ans et la vie est belle. Et elle est à votre disposition pour vous dédicacer votre livre, il faut acheter. Absolument.